c'est vrai qu'on dit sage-femme. Est-ce qu'il y a des hommes qui font ça? Oui, dans certains pays. Par exemple, au Burkina, c'est un métier que les hommes exerçaient. Je ne sais pas si ça continue toujours. Ok. C'est vrai qu'on ne les appelait pas sages-femmes, on les appelait plutôt maïoticiens. Quand on dit sage-femme, ce n'est pas par rapport à la personne qui exerce le métier, mais c'est par rapport à la femme. Moi, j'ai déjà eu des collègues qui ont été victimes d'agression parce que la femme est venue, elle a envie d'adopter une méthode contraceptive, mais le mari n'est pas d'accord. Et parfois, à l'insu du mari, elle vient, voilà, j'ai envie de prendre une pause, j'ai envie d'adopter une méthode contraceptive. Mais lorsque la sage-femme le fait et que le mari remarque, c'est le mari qui vient maintenant à l'hôpital avec des gourdins, avec des bâtons pour taper la sage-femme. La sage-femme. Wow. Il y a un lien entre les dérives liées à la sexualité et le chômage, et le taux de chômage, oui. Une fille que j'ai reçue, au bout de 15 minutes, on a couru dans tous les sens pour vraiment la sauver. On n'a pas pu. Et imagine-toi que ses parents ne savaient pas qu'elle était enceinte. Sa maman était au marché ce jour-là. Quand le monsieur sentait qu'il y a un truc qui ne collait pas, il a renvoyé chez elle. Et c'est à la maison maintenant qu'elle a eu un malaise. Non. Et on l'a ramenée à l'hôpital. Donc on est allé dire à sa maman qui est au marché, ta fille a un malaise. Elle est allée à l'hôpital. Donc, elle est venue à l'hôpital. La fille était déjà décédée. Il y a aussi ce problème-là dans le système éducatif où ce sont les professeurs qui sont les agresseurs. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu es très bien habillée. Merci. Sobre, mais très bien habillée. C'est joli. Merci, c'est gentil. Et tu as un beau noir de teint. Comme moi. C'est souvent, je ne me retrouve pas en face de femme qui est le teint noir comme ça, que j'apprécie. Ah oui? Oui. C'est un honneur alors. Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es? Bon, c'est presque une question philosophique, mais bon. Je suis Nafissa Troupati. De formation, je suis sage-femme. Ok. Et actuellement, je peux me définir comme une entrepreneuse sociale. Je suis experte en DSSR, droit et santé sexuelle et reproductive. Et voilà. C'est tout? J'ai souvent du mal à me présenter parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas souvent où mettre le curseur. Ok. Donc, c'est tout. Je suis maman d'une fille. Ok. Je suis, voilà, quand je dis je suis entrepreneur social, je suis la présidente d'une organisation de développement social qu'on appelle ILEWA, qui travaille pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive, de l'épanouissement des jeunes au Bénin. Très intéressant tout ça. On va puiser dedans. Quand je dis tu es sage-femme de formation, quand on parle de sage-femme, généralement, ce qu'on connaît, c'est les femmes qui nous aident à accoucher, littéralement. Est-ce que toi, en tant que sage-femme, tu donnerais une autre définition de la sage-femme? Oui. Moi, je pense que la sage-femme, c'est une personne qui accompagne. Dans le métier de la sage-femme, il y a l'accompagnement, il y a le soin qui accompagne la femme dans toutes les étapes ou dans toutes les périodes de sa vie. Sa vie? Oui, à partir de l'adolescence. Quand je dis de sa vie, je peux peut-être circonscrire ça à sa vie reproductive. Oui. Mais parfois, ça peut aussi aller au-delà. Donc, dans la vie reproductive, en fait, c'est pas localisé qu'au niveau de l'accouchement, comme on le pense? Non. Ça commence à l'adolescence. Souvent, on met ça dans l'intervalle de 15 à 49. Parfois, ça peut déborder. Parfois, il y a des adolescentes qui, déjà, à 14 ans, à 13 ans, voilà, peuvent tomber enceintes parce qu'elles ont déjà commencé par avoir leur menstru, par avoir un cycle menstruel. Donc, elles sont déjà aptes de porter une grossesse. À la vie. Et parfois aussi, au-delà de 49 ans, aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi des femmes qui peuvent... il y a cette possibilité-là aussi de peut-être tomber enceinte. Donc, c'est vraiment là, la cible, les personnes prioritaires que les femmes accompagnent, pas seulement pendant la grossesse,
mais vraiment dans tout ce cycle-là de la vie reproductive de Le la positif femme. de la femme. Est-ce qu'il y a, c'est vrai qu'on dit sage-femme, est-ce qu'il y a des hommes qui font ça? Oui, dans certains pays. Euh, Par exemple, au Burkina, c'est un métier que les hommes exerçaient. Je ne sais pas si ça continue Continue, toujours. ok. Mais c'est vrai qu'on ne les appelait pas sages-femmes, on les Mhm. appelait plutôt maïoticiens. Ok, Mais en France, je sais qu'il y a des hommes sages-femmes. Parce que quand on dit sage-femme, ce n'est pas par rapport à la personne qui exerce le métier, mais ok. c'est par rapport à la femme. Ah, Parce que c'est la femme qu'on accompagne, c'est la femme qu'on soigne. Donc ce n'est pas la personne je qui dormais au fait moins le bête ce métier. soir. Ok, 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 C'est ça. d'accord. Souvent on fait cette confusion-là. Donc C'est pas souvent on fait toutes ces confusions. voilà, donc ce n'est pas le cas, ce n'est pas la personne qui exerce le métier. Le métier, c'est Le, plutôt... le mot femme dans le nom sage-femme, ce n'est pas lié à la personne qui exerce le métier, mais plutôt vers qui le métier est adressé. Et adressé. Hmm. Ok, ok, ok. Waouh. Hmm. Et c'est vrai que généralement, notre travail, c'est à l'endroit des femmes, Mhm, des adolescentes, des jeunes mhm. filles. Mais dans la société, nous jouons également un rôle primordial dans les familles, dans la communauté. Généralement, les familles font beaucoup plus confiance à la sage-femme. La sage-femme va être un peu le moteur central autour de la santé de la femme. Donc, elle va avoir à communiquer avec le mari, avec les parents et parfois aussi avec les enfants. Dans d'autres pays, il y a des sages-femmes qui accompagnent des familles sur la durée, c'est-à-dire Ok. elle a vu la, enfin, elle a accouché tous les enfants de la De la famille famille, ok. et après les enfants grandissent et c'est toujours elle qui les suit à Hmm. l'adolescence, si elles ont des petits Ouais. soucis par rapport à leur santé et tout ça, c'est elles qui les suivent. Donc, dans d'autres pays, c'est quelque chose qui existe. Oui. C'est... Je voyais pas ça aussi dense. C'est un métier qui est très vaste, très dense. Et malheureusement, on n'a pas les ressources nécessaires dans nos pays pour vraiment explorer tout le Le potentiel de ce, potentiel de ce qui métier-là. est Oui. dessus. Ok. Qu'est-ce qui euh, te différencie, toi, de la sage-femme classique, si je peux dire? Quel est ton plus, selon toi? Quel est mon plus? Oui. Sans être prétentieuse, je Oui. pense que Humilité zéro. Comme tu l'as dit, la sage-femme classique. Mm. Et quand on parle de la sage-femme, on voit directement la femme enceinte, on voit directement l'accouchement. Mhm. Donc moi, je ne me circonscris pas à ça, Ok. à l'image qu'on a de la sage-femme dans notre société, en tout cas au Bénin. Moi, je vois beaucoup plus au-delà et je travaille sur un champ beaucoup plus large que Plus ça. large. Ok. Donc, mon plus, c'est vraiment le fait que j'explore d'autres aspects de la profession. J'aborde d'autres sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder en tant que sage-femme, peut-être parce qu'on n'a pas assez de temps entre les gardes et tout ça Mhm. pour en parler. Donc, moi, depuis je dis depuis 10 ans maintenant, Mhm. je travaille beaucoup plus en tant qu'actrice sociale. Ok. Donc, Donc, tu ne pratiques plus ou occasionnellement quand tu as actuellement, je l'opportunité. ne pratique plus Ok. en tant que clinicienne. Ok. D'accord. Mais comme on le dit, sage-femme un jour, sage-femme toujours, Toujours. hein. Ok. Donc, je ne suis plus clinicienne depuis 2020. Ok. Mais j'ai commencé par exercer depuis 2015. Donc, j'ai Mhm. fait 5 ans Mhm. en clinique. En tant que clinicienne, j'ai travaillé dans les hôpitaux du Nord. J'ai fait beaucoup d'aventures cliniques. En tant que sage-femme, j'ai travaillé à l'hôpital Sounon Sérodoniki. J'ai travaillé à l'hôpital Ordema de Djougou. J'ai également travaillé dans des cliniques ici à Cotonou. J'ai exercé un peu à la néonate aussi Hmm. du Hmm. CHU Med. Hmm.
Donc, j'ai vraiment fait un peu le tour aussi en tant que clinicienne. Et depuis 2020, je me suis complètement lancée dans ma carrière dans le développement social. Social. OK. Dans le développement social, j'ai travaillé à UNFPA Mhm. en tant que spécialiste des services intégrés de la santé reproductive. Et récemment, j'ai travaillé dans une organisation internationale française qu'on appelle SOPTIS. OK. On va faire une petite parenthèse, un petit saut dans ta période de pratique. Ok. Est-ce que tu as été confrontée à certaines difficultés? Énormément. Hmm. Oui, Ah toi-même, tu oui? connais notre système sanitaire, tu connais un peu les réalités. Donc, il n'y a pas ce professionnel de santé qui va te dire que tout est rose. Oui. Même si genre, on a un amour fou pour notre profession, bien pour notre métier, C'est il y a ton les cas? réalités. C'est ton cas? Enfin, c'était ton cas? Oui, mais ça n'a pas été le moteur, bien l'élément central du fait que je choisisse de ne plus être OK. clinicienne aujourd'hui. Oui. Mais oui, il y a des difficultés. Il y a énormément de difficultés, Mhm. parfois qui sont liées aux conditions du système sanitaire. Donc, on va parler de plateau technique, par exemple. On va parler de la ressource humaine. On va parler Ça manque? énormément. Oui. Malgré tous les concours là? Il n'y en a pas eu 1000 non plus, hein. Ah, Ça manque énormément. Actuellement, il y a des sages-femmes oui. qui sont à la maison. Il y a des OK. sages-femmes qui n'ont pas de boulot, alors que le besoin est Le là, besoin est là. sur le terrain. Donc, il y a vraiment un peu cette contradiction entre on a du personnel Mm. qu'on peut recruter et la capacité à absorber, en fait, les personnels ou bien les professionnels conformes. Tu vois. Donc, il y a ça comme problème, comme difficulté. Mm. Mais il y a aussi, vu que nous, on travaille spécialement sur la santé de la femme, il y a le fait qu'on est dans une société où généralement les femmes sont marginalisées, Mm. les femmes n'ont pas de pouvoir décisionnel, pas de pouvoir économique, pas de pouvoir sur leur corps et tout ça. Donc, la sage-femme, quelque part, absorbe tous ces problèmes sociaux que vivent souvent les femmes. Je te donne un exemple. Mhm. Par exemple, quand tu es de garde, tu prends en charge une femme qui vient d'être accouchée, mais qui attend à la maison parce que il faut que quelqu'un lui donne la permission de Mm. venir. Donc, qui peut-être malgré la douleur du travail d'accouchement est obligée de résister parce qu'il n'y a personne à la maison, par exemple. Parce qu'il n'y a pas le mari, parce qu'il n'y a pas un homme de la maison, parce qu'il n'y a pas la ben là. Donc, elle ne peut pas à elle seule prendre cette décision-là d'aller vers une formation sanitaire. Il y a des femmes qui accouchent à la maison comme ça. Donc, si on quitte ce paramètre-là, la femme qui vient à l'hôpital, par exemple, toujours qui veut accoucher, mais qui n'a aucun souci, elle. On sait aujourd'hui que, en tout cas, moi, à mon époque, la santé n'était pas gratuite. Même si le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que ça soit vraiment accessible. Mhm. Mais il y a des femmes qui n'ont pas du tout le pouvoir économique. Elles viennent à l'hôpital avec 0 franc. Peut-être qu'il y a des complications, vous avez besoin d'acheter des choses en urgence, etc. Et elle n'a pas les moyens. Donc, c'est des situations qui nous mettent la pression aussi en tant que prestataire de santé. Surtout que nous, on est une profession où c'est pas des malades. Mhm. Tu as le devoir de maintenir la vie. Et Oui. parfois, pas qu'une vie. Parfois, plus ou souvent, 2 vies. Mhm. Au moins deux, quoi. Au moins deux, c'est ça. Au moins deux. Donc, c'est assez prenant Mhm. mentalement. Mhm. Oui, Exactement. oui. Il y a énormément de pression et ça fait partie des difficultés aussi de, du métier. Et voilà, moi, j'ai déjà eu des collègues qui ont été victimes d'agressions parce que la femme est venue, elle a envie d'adopter une méthode contraceptive, c'est qu'elle était à sa
à son 10e accouchement. Donc, oui, elle a envie d'adopter une méthode contraceptive, mais le mari n'est pas d'accord. Et parfois, à l'insu du mari, elle vient vers la sage-femme, Wow. lui dit, voilà, j'ai envie de prendre une pause, j'ai envie d'adopter une méthode contraceptive. Mais lorsque la sage-femme le fait et que le mari remarque, c'est le mari qui vient maintenant à l'hôpital avec des gourdins, avec des bâtons pour taper Pour la sage-femme, agresser la pour sage-femme. agresser la sage-femme. Wow. Oui. Donc, c'est des choses qui arrivent souvent dans les communautés et qu'on voit souvent. Personnellement, j'ai déjà vu une femme qui a été renvoyée de son foyer parce qu'elle a adopté une méthode contraceptive À l'insu de son époux. à l'insu de son époux et son conjoint lui a dit, tant que tu ne vas pas enlever, ne rentre plus chez moi. Au beau milieu de la nuit, genre vers 1 heure, on la sort de la maison, on lui dit, va enlever ça, sinon ne reviens pas. C'est sérieux. Oui, et c'est des réalités que les femmes vivent. Mais quand on vit ça en tant que sage-femme, comment on réussit à gérer cette pression mentale-là pour continuer en fait à ne pas jeter la frustration sur peut-être la nouvelle patiente et tout ça? Comment on gère? Malheureusement, on ne nous apprend pas forcément à gérer ça. Ouais. Parce que toi-même, tu sais que déjà, même dans les conditions les plus favorables, euh, suivre une grossesse, s'assurer que tout se passe bien, après suivre le travail d'accouchement, accompagner la femme, faire l'accouchement, déjà c'est stressant. Et c'est une charge mentale parce que tu veux que tout se passe bien. Et on n'est jamais sûr à 100% de comment les choses vont se dérouler. passer, c'est ça. C'est ça. Donc c'est déjà une charge mentale. Donc ajouter à tous les déterminants sociaux qu'on a, ça amplifie la charge mentale de la sage-femme. Mais tellement dans nos hôpitaux, je pense qu'elles sont absorbées par le travail, qu'elles n'ont même pas cette conscience qu'elles ont une charge mentale peut-être à évacuer ou que leur santé mentale prend un coup. C'est-à-dire que ça devient le quotidien. On vit avec et on fait avec. Et malheureusement, tout le monde en paie un peu le prix. Oui. Tout le monde en paie un peu le prix et c'est dommage. Moi, je dirais que à force d'exercer, à force de se donner pour les autres, on finit par oublier que soi-même on existe. Oui. C'est ça. Parce que parfois, on oublie que soi-même on existe et on a peut-être des malaises, des fois on ne se sent pas bien et tout, mais au lieu de comprendre, on se dit non, c'est un petit truc, ça va passer et tout. Et on traîne avec ça jusqu'à ce que ça commence à devenir insupportable. Oui, Et c'est là, autour, les gens vont dire, mais elle, le personnel de la santé, comment est-ce qu'elle a pu laisser ça arriver jusqu'à ce point? Les gens ne comprennent pas derrière. J'ai peut-être une petite anecdote Oui. par rapport à ça. Oui. Je me rappelle en 2016 ou 2015, on avait l'épidémie de Lassa. OK. Au Bénin. Ouais. Et moi, j'étais au nord, je travaillais au nord et on avait reçu une patiente qui avait tous les symptômes, qui ramenait à poser le diagnostic de Lassa et tout. Donc, quand elle est venue, la dame venait du Nigeria. Et généralement, ça faisait partie des indicateurs de potentiellement si elle vient de ces zones-là et qu'il y a tel symptôme. C'est une personne potentielle qui hébergerait la maladie, quoi. C'est ça. Donc, elle est passée par des formations sanitaires, les gens l'ont référée. Moi, je travaille dans un hôpital de zone. Donc, du coup, on l'a reçue et moi, je l'ai examinée de façon spontanée, naïve. Je n'ai pas pris de disposition particulière. Je l'ai examinée et enfin, j'avais posé un diagnostic de hématome retroplacentaire, donc HRP. Et après, il y a eu tout le rumeur autour que potentiellement c'est le Lassa. Et tout le monde était en alerte, même les collègues. Et à partir de là, moi, j'ai commencé par paniquer. Je me suis dit, hey, si c'est ça, peut-être que quelque part, j'ai été en contact avec elle. Donc, peut-être, enfin, la transmission dans le temps, c'était vraiment, enfin, c'était une épidémie. Oui. Donc, je me dis, c'est que là, je vais mourir bientôt. Hein. Et malheureusement, on a perdu la dame. Okay.
Et quand on l'a perdu, là, les rumeurs par rapport à ce que potentiellement ce soit le Lassa se sont encore amplifiées. Et je me rappelle que ce jour-là, je ne pouvais plus continuer la garde parce que je commençais par ressentir tous les symptômes. C'est mental, ça. Oui, mais je me disais, C'est sûr que... Voilà, j'ai été contaminée. Et j'ai demandé à rentrer à la maison. J'ai contacté une autre collègue qui est venue prendre la garde. Et quand je suis rentrée, je me rappelle que j'avais envoyé un message à mon frère. Je lui disais, ah, potentiellement, je suis contaminée. Ça. Peut-être que demain, je ne vais pas me réveiller. Mais après, c'était juste dans la tête, comme tu l'as dit. C'était pas... Et puis après aussi, quand ils ont fait comment on appelle ça, l'autopsie, on s'est rendu compte on a que confirmé que c'était pas... Oh, c'était pas ça. C'était pas ça. Ok. C'était pas ça. Bon, finalement, tes symptômes, tu en as fait quoi? Non, le lendemain, je me suis réveillée, donc tout se passait très bien, en fait. Donc les symptômes que tu ressentais, ils sont disparus. Ils ont disparu. Et j'ai continué ma vie. Donc, c'était la peur. Mais c'était ouf, hein? Enfin, c'est que là, je rigole, mais le jour, là, franchement, dans ma tête... ouf de soulagement. Oui. Le jour là dans ma tête, c'est que peut-être demain, je ne vais pas me réveiller, je vais mourir, quoi. Ouais. Et je me disais, ah, je suis loin de ma famille, de mes parents, et je vais mourir comme ça, si jeune. Donc, voilà. Tu sais, ça me fait penser à ce qu'on appelle généralement en santé, le fait de pouvoir se protéger. Parce que même quand on prend des précautions, on n'est pas sûr à 100% qu'on évite la chose. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait le laboratoire. Quand tu veux prélever des patients, on utilise la méthode classique, hein, avec les guilles et tout ça. Quand tu finis de prélever le patient, la façon de fermer les guilles et de ranger et tout, parfois, tu as tellement de monde que tu es obligé de savoir faire rapidement et tout ça. Et d'une manière ou d'une autre, les guilles peuvent te piquer. Okay. Les risques du métier. Les risques du métier, c'est incroyable. Alors, quand est-ce que tu as pensé, qu'est-ce qui t'a fait penser qu'il fallait quitter le côté clinique pour aller à une échelle plus grande? Comme je t'ai dit, c'est vraiment tous ces problèmes-là que je voyais autour de moi. Les problèmes que les femmes ramenaient, parce que souvent, c'est même pas leur état de santé, mais c'est ce qu'elles vivent. Oui. À la maison, dans la communauté. Et moi, avant de commencer la profession, moi, je ne savais pas forcément être sage-femme, c'était quoi, qu'est-ce qu'on devrait faire et tout ça. Donc, c'est vraiment dans l'exercice de ma carrière que j'ai découvert le monde des femmes, ce que les femmes vivent dans la société, les inégalités. Et c'est quelque chose qui m'a un peu remonté. Parce que déjà, je suis une femme. Oui. Et je trouvais ça injuste. Tu t'es dit, attends, c'est ça ce que les femmes la vivent. Oui. Genre, être femme, c'est ça, quoi. Oui. Donc, je trouvais ça injuste et je me suis dit, en fait, le réel problème, c'est pas dans les 4 murs de la maternité. Là, c'est peut-être quand la personne, enfin, les complications sont déjà à l'extrême, la personne n'a plus le choix, qu'elle vient, en fait. Mais le réel problème, c'est-à-dire toute la cascade qui a eu lieu avant qu'elle ne vienne, c'est ailleurs, tu vois. Et pour moi, je me sentais un peu responsable de pouvoir contribuer autrement que de rester dans les 4 minutes de la maternité. Et j'avais commencé en 2016 avec quelques collègues. On en a parlé et on a fait le choix de commencer par faire des sensibilisations comme ça dans les communautés rurales. Et on se cotisait nos petits salaires là. On mettait un peu de côté et chaque mois, on allait on choisissait des zones un peu reculées. On a été à Soava, on a été à Zingier. En tout cas, on allait dans les zones où les femmes n'ont pas vraiment accès à l'information. Parce qu'il y a aussi ce problème-là d'accessibilité à l'information. Et je parlais tout à l'heure du pouvoir décisionnel. Donc déjà, elles n'ont pas l'information.
et elle ne peut pas Quitte à pouvoir penser à prendre une décision. Et pour nous, c'était vraiment de corriger un peu ce gap-là. Donc, d'aller les sensibiliser. Il y a des femmes qui vont venir, par exemple, à l'hôpital avec la 15e grossesse. J'ai vu une femme avec sa 23e grossesse. Et ce n'est pas forcément un choix, tu vois un peu. C'est pas qu'on veut forcément orienter la femme par rapport à combien d'enfants tu dois avoir et tout, mais il faudrait que ce soit quand même avec ses conditions, avec sa situation, qu'elle puisse avoir le droit de choisir. Donc, c'est à partir de là que nous, on allait les sensibiliser. De fil en aiguille, je pense que j'ai développé une passion à faire ça pour le travail communautaire. Ok. Et je me suis dit, à l'époque, j'étais très jeune, et je voyais que le problème était encore plus intense ou bien plus considérable au niveau des jeunes, parce que quand tu es jeune, quand tu es ado, tu ne dois pas parler de sexualité. Mais pourtant, il y a des adolescentes qui venaient à l'hôpital à 6 mois de grossesse, à 5 mois de grossesse. Donc, si on ne doit pas parler de sexualité, à quel moment elles sauront quoi faire et quoi ne pas faire? Ok, donc là, en fait, quand tu dis ça, je vais résumer un peu le schéma qui me vient à l'esprit. Okay. C'est-à-dire que ces femmes-là qui sont dans les foyers, qui ont des difficultés peut-être avec leur époux et tout ça, en sont là majoritairement, ok, parce que avant d'arriver dans leur vie de femme au foyer, elles ne savaient pas tout ce qui encourait par rapport à leur sexualité d'abord. Et elles ont traîné cette ignorance, elles ont traîné ce manque d'information par rapport à elles-mêmes jusqu'à dans le foyer. Et elles se sont retrouvées face à des familles ou un homme qui exerce un pouvoir sur elles. Et en fait, c'est une chaîne, quoi. Oui, et en fait, ce que tu viens de décrire là, c'est le schéma normal qu'on a normalisé dans la société. Okay. Et quand on en parle, ne voyons pas juste nous qui sommes à Cotonou ici. Quand tu vas à l'intérieur du pays, c'est une autre réalité. Okay. C'est-à-dire, en tant que femme, c'est une sorte de déshumanisation. C'est comme, enfin, ou bien d'infantilisation de la personne. Donc, peut-être qu'on juge que tu n'es pas assez mature pour prendre toi-même des décisions. Des décisions, Et tu sais, on dit ce truc-là, tu es sous la responsabilité de ton mari. Ton mari exerce un pouvoir, c'est le chef de la famille et tout. Et à travers ses mots, à travers ses croyances, il y a beaucoup d'abus de pouvoir envers la femme, tu vois, dans les sociétés. Et comme tu l'as dit, déjà, elle n'a pas l'information. Donc, pour elle, c'est normal. C'est inenvisageable, quoi. Autrement. C'est ça. Tu vois, donc, voilà. Après, ils vont dire que les femmes ne souffrent pas. Bon. Non, mais c'est parce qu'on a normalisé la souffrance. Ah. Oui, parce que peut-être ce que nous, on voit comme souffrance, la société va te dire, bon, c'est normal. C'est juste ça, non? Ta mère a fait pareil. Ta tante a fait pareil. Elle a duré dans le foyer. Ça. Donc, voilà. Ok. Donc, c'est pour dire que c'est pas forcément genre les problèmes que j'ai décrits, c'est pas forcément lié à une famille typique ou bien il y a non, c'est vraiment un problème sociétal et c'est un peu ancré dans une mentalité collective que nous avons, que nous développons, que nous transmettons aussi. Oui. Aujourd'hui, tu en es où dans ce processus avec ta fondation? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Alors, la fondation. Oui, Ilewa. Ok. Ilewa, comme je t'ai dit, à un moment, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et tu sais, on a la chance, en tant que jeune, d'avoir accès au digital, à Internet. Et c'est avec ça, moi, j'avais commencé en 2017. Okay. Donc, j'avais commencé par écrire des articles. Tu étais un peu en avance sur le futur, sans... Bon, j'étais dans mon temps, parce qu'en 2017, c'était vraiment la période où il y avait l'essor des blogs, il y avait plein de blogueurs et tout ça.
Donc, c'est à partir de là. Et puis, j'avais suivi une formation avec, j'étais dans le réseau des... Il y avait un réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale. Avec le partenariat de Ouagadougou. Donc, on a suivi une formation sur le blogging pour pouvoir communiquer en tant que jeune, pour adresser les problèmes liés à la sexualité, liés au manque d'information et adresser à nos pères, aux adolescents, aux jeunes. Je pense dans le temps, j'avais 24 ans. Donc, c'est à partir de là que j'ai créé le blog Iliwa. Pour moi, c'était juste un espace où je pouvais partager de l'information, parler de sexualité sans tabou, parce que j'estime que ça fait partie de la vie de l'individu. Donc, il faut qu'on en parle s'il y a des informations à connaître, s'il y a des problèmes, que la personne puisse s'exprimer sans censure, sans jugement, etc. Donc, c'était pour moi un espace safe. Et c'est comme ça que j'avais juste commencé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engouement autour. Quand je publiais les articles, il y avait beaucoup de commentaires. Les gens venaient m'écrire: ah, mais tu as d'ici, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, il y avait plein de commentaires. Et je me suis dit, ah, si ça intéresse, ça veut dire que le besoin est là. Oui. Et c'est comme ça, j'ai continué. Et après, il y a aussi d'autres jeunes qui me disaient, mais je veux aussi, je ne sais pas en quoi je peux t'aider, je veux y contribuer, etc. Et c'est à partir de là que l'organisation est née. L'ONG est née. Et donc, on a pensé à aller au-delà parce qu'on sait qu'avoir accès à Internet aussi, c'est un luxe pour les jeunes. Ce n'est pas tous les adolescentes, tous les jeunes qui ont accès à Internet. Donc, pour pouvoir toucher cette cible-là, qu'on n'arrive pas à toucher juste avec Internet, on a décidé d'aller dans les communautés rurales. Donc, on s'est constitué entre jeunes de l'époque. On allait sensibiliser dans les collèges. On crée des espaces de discussion dans les communautés, Ouida, Tori. En tout cas, on essayait, et c'était sur nos maigres fonds dans le temps, qu'on faisait toutes ces activités-là. Donc, c'était vraiment la passion de pouvoir contribuer à quelque chose qui apporte du changement, qui aide les personnes à améliorer leur bien-être. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler et jusqu'à aujourd'hui, on continue. C'est vrai on s'est un peu plus structuré avec le temps. On a mieux développé l'organisation. Aujourd'hui, on est vraiment dans la démarche de professionnaliser. Parce que un des problèmes sur lesquels, ou bien l'une des difficultés à laquelle on s'est heurté, c'est vraiment le chômage des jeunes. Et il y a un lien entre les dérives liées à la sexualité et le chômage, et le taux de chômage, oui. Donc aujourd'hui, on veut comprendre. Pour nous aujourd'hui, c'est vraiment d'élargir un peu nos horizons et de toucher de façon holistique aux différents problèmes qui impactent négativement le développement du potentiel des jeunes. Et on ne peut pas parler de sexualité. Nous, on sait que c'est important. Mais pour le jeune, est-ce que c'est la priorité? Donc, pour nous, c'est de partir des problèmes prioritaires pour les jeunes et profiter, en fait, pour intégrer l'aspect de la sexualité, de la santé sexuelle, etc., dans nos interventions. Donc, pour dire que aujourd'hui, on a également un gros volet sur l'employabilité des jeunes. Et donc, on a un espace qui permet aux jeunes de venir travailler. On a une bibliothèque où ils peuvent se ressourcer. Et on est en train de travailler à développer également des formations sur l'employabilité. Et c'est pour nous une façon de vraiment les attirer pour ensemble discuter avec eux, faire de l'accompagnement, faire de l'accompagnement et s'assurer qu'ils ont toutes les informations, les armes qu'il faut pour être pleinement responsables de leur santé sexuelle et reproductive. J'aime beaucoup. Merci.
Quels sont Est-ce que tu as des exemples de dérives souvent constatées chez les jeunes? Euh, la conséquence, généralement, ce sont les grossesses précoces. Mais derrière ça, il y a énormément de choses. Ok. Il y a beaucoup de jeunes filles qui subissent de viols. Et quand on interroge les filles, je n'ai pas de chiffres en tête, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui, dans leur jeunesse ou bien lorsqu'elles étaient ados, elles ont déjà subi du viol. Elles ont déjà été victimes de viol. Il y a les violences, tu vois, il y a toute la notion de consentement dont les jeunes ne sont pas forcément au courant ou bien conscients. Et donc, voilà, quand on parle de dérive, c'est vraiment le fait de ne pas avoir les informations pour être pleinement conscient de comment on se prend en charge soi-même, tu vois, comment on s'auto-développe, tu vois. Donc, il n'y a pas les conditions nécessaires pour que les jeunes puissent intrinsèquement développer leur capacité à se prendre en charge. Je ne sais pas si tu vois. Je comprends, je comprends. Et quand tu parles de consentement, moi, ça me fait penser à quelque chose. Même moi, bon, je peux dire que je fais partie de quand même cette marge de jeunes qui aient accès à Internet. Et c'est peut-être grâce à ça que j'ai eu cette information. Je ne sais pas si tu connais Trace Academia. Je ne sais pas si ça existe encore. La chaîne de télévision Trace. Il y a Trace Africa, Trace Urban et tout. Il y a une période où ils avaient créé une académie qui s'appelle Trace Academia. Et c'est une académie où tu peux faire des formations, quoi. C'est une appli sur laquelle tu peux faire des formations, pas mal de trucs créatifs et tout. C'était super intéressant. Donc, j'avais créé un compte et parmi les petites formations qu'il il y avait une qui parlait du consentement. Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, comment ça, consentement? Ah oui. Et c'était une formation de Durex. Je crois que Durex, c'est une marque de préservatifs. Voilà. Donc, j'ai suivi le truc et je regarde et dit, consentement. Jusqu'à ils font vidéo pour consentement. C'est qu'il y a sûrement quelque chose que je ne connais pas. Et je me suis surprise, en fait, à découvrir ce qu'était vraiment le consentement. C'est grâce à ça que j'ai pris conscience de ce que c'était. Je ne savais pas. Pour moi, c'est bon, voilà, quoi. Tu es avec la personne, tu vois. Mais tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça emmagasine, c'est ça qui m'a permis de comprendre ce qu'était le consentement. Et tu avais quel âge? J'avais... je crois que je devais être en première année de licence. Moi, j'ai fini très tôt. Hein. Je devais avoir 18 ou 19 ans. Peut-être même 17, 18 ou 19. Ok, donc c'est pour te dire que, par exemple, toi, dans la période, tu faisais partie des jeunes peut-être privilégiés parce que tu avais tous les outils, tu as été à l'école, tu as été exposé à des choses auxquelles peut-être beaucoup de jeunes n'ont pas été exposés. Mais pourtant, tu ne connaissais pas la notion de consentement parce que ce n'est pas quelque chose dont on parle généralement dans notre quotidien, tu vois. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment pertinent parce que c'est tellement, on met de tabou autour de ces sujets-là que la majorité, donc toi par exemple, avec toutes ces conditions-là, si tu n'as pas accès à ces informations, imagine par exemple un jeune qui a, je sais pas, à Tukuntunan, voilà. Qui a jusqu'à 30 peut-être, hein? Qui a jusqu'à 30 ans peut-être. Oui, qui peut-être toute sa vie ne saura jamais ce que c'est qu'un consentement, si même la notion existe. Et voilà. Donc, on dit souvent knowledge is power. L'information est le pouvoir. Donc, tant que tu ne l'as pas, tu es vulnérable. Oui. Est-ce que quand vous allez vers les gens, ils sont réceptifs? Non. Non. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Non. Mais comment vous faites? Parce que c'est un sujet qui est épineux, qui va, même dans les espaces où on parlait de sexualité, tout se met à se cacher. Exactement. Tu caches ton visage, tu veux pas en parler. Donc,
C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que nous, on développe de plus en plus des stratégies où on ne va pas frontalement, directement dire, voilà, on veut parler de sexualité. Parce que peut-être que à l'instant T, ce n'est pas ce qui est prioritaire pour la personne. C'est ça. Peut-être que la personne veut manger son repas du matin et ne sait pas encore comment faire, tu vois. Ou peut-être que la personne a fini ses études et enfin, Après, est de un peu chercher un perdue. boulot, Voilà. un truc comme ça. Donc, pour nous, c'est de partir sur la réalité de la personne, sur sa situation spécifique et de la mener en fait à comprendre que oui, dans le développement de sa propre personne, enfin, de tout ce qui fait de lui, c'est-à-dire son avenir et tout ça, il y a aussi cet aspect de la vie qu'il doit considérer, dont il doit prendre conscience et qu'il doit choisir avec, de façon éclairée, avec les informations les plus justes. Tu vois. Et souvent, comme on n'en parle pas, généralement, les gens vont aller s'éduquer sur les sites d'adultes. Tu vois. Ouais. Quand on voit les statistiques, il y a beaucoup de visites sur ces sites-là. Donc, on va aller s'informer sur la sexualité sur ces sites. Alors que ce n'est pas ça l'information qu'il faut. Et il y a beaucoup de mauvaises informations, bien de désinformations sur le sujet. Parce que justement... C'est pas assez filtré, quoi. C'est ça, on n'en parle pas. Tu as parlé des violences comme exemple de dérive. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Comment est-ce que le manque d'éducation sexuelle peut entraîner à la longue des violences? Déjà, ce sont des personnes qui exercent les violences. Oui. Par exemple, quand il y a un viol, c'est qu'il y a un violeur. Tu vois. Donc, si à la base, la personne n'a pas été éduquée, par exemple, à savoir que si j'ai des pulsions, c'est pas ça qui doit me conduire à avoir l'acte. La personne en face aussi a... comment j'exprime ça? La personne en face, c'est un truc consensuel. Oui. Donc, ça veut dire que la personne avec qui je pars, il faudrait que la personne me donne son consentement, que la personne soit d'accord. Parce que c'est son corps aussi qui entre en jeu, tu vois. Donc, s'il n'y a pas une éducation sexuelle, peut-être que moi, je me dis, généralement, quand on prend les statistiques, ce sont les hommes, les hommes qui pointe toujours du doigt les hommes. Mais si, par exemple, dans mon éducation, on me dit, tant que je suis un homme, j'ai le pouvoir. Oui. Le corps de la femme m'appartient. Ça veut dire que dans ma tête, systématiquement, je me dis, bon, si je veux, j'y vais. Je peux en faire ce que je veux. Voilà. Au Donc, gré de mes pulsions. C'est ça. Que je n'ai pas appris à contrôler. À contrôler, tu vois. Ok. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est un peu plus large aussi parce que même dans les choix que les personnes font, que l'individu fait dans son quotidien, il y a aussi cet aspect parce que l'éducation sexuelle, ça va au-delà c'est aussi apprendre aux gens toute la dimension affective de la chose et le fait d'avoir des relations saines, tu vois. Comment tu sais que tu es dans une relation saine avec l'autre, tu vois. Okay. Et voilà, il y a je l'ai dit, il y a la dimension affective aussi qui accompagne la sexualité. Donc, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas souvent éduqué. Et donc, voilà, ça peut être source de dérive. Le fait de ne pas avoir l'information. Il y a des femmes ou des jeunes filles qui ne savent pas que le premier rapport sexuel non protégé peut donner lieu à une grossesse. Il y a des filles qui ne savent pas. Il y a d'autres, par exemple, il y a aussi la question de la santé menstruelle, de la santé de la dignité menstruelle. Quand on parle de sexualité, il y a tout ça qui entre en jeu. Tu vois, comment est-ce que déjà les conditions qui sont mises en place pour que la jeune fille vive sainement ces périodes menstruelles. Donc, c'est des choses qu'on ne prend pas souvent en compte parce qu'on se dit, voilà, c'est normal. Il y a des femmes, pendant leur période menstruelle, qui vivent des douleurs intenses. Et tout le monde pense que c'est normal, alors que non. Alors que non, tu vois.
Et il y a trop, il y a tellement de choses à Je dire. pense que comme tu le dis, la gangrène elle est grande, Oui, elle est profonde. oui, Parce qu'il ne faudrait pas oublier que même dans certaines familles, il y a des pères ou des mères qui sont ces personnes-là qui sont censées apporter la protection affective, créer le cadre pour permettre l'épanouissement de ces enfants-là pour qu'ils puissent grandir sainement, qui se retrouvent à les agresser, oui, qui se retrouvent malheureusement. à faire des choses qui affectent le mental tout le long de Mm, leur vie. mm, C'est... oui. Et oui, et tu vois, comme tu l'as dit, hein, comme je le disais aussi, c'est, le problème, c'est pas à l'hôpital. C'est ça. Tu vois, une adolescente, par exemple, euh, qui vient à l'hôpital avec des complications, par exemple, qui décède après. Moi, j'ai déjà connu une adolescente euh, qui a fait un avortement Mm, clandestin. mm. Donc, elle avait 16 ans. Elle est allée voir un monsieur qui apparemment travaillait à l'hôpital, mais c'était un technicien de surface, C'est quoi qui un pro, technicien de surface? un agent Enfin, d'entretien. il s'est proclamé ou il était vraiment Tu vois, généralement dans la communauté, quand tu travailles à l'hôpital, toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital sont des médecins ou bien sont des docteurs. d'auto, quoi? Voilà, d'auto, pour le commun des mortels. Donc, il y a beaucoup de Ok, personnes qui jouent de ça. ok, Donc, du coup, le monsieur, il était technicien de surface. ok. Et la fille de 16 ans, voilà, elle est tombée enceinte. Elle était élève, ses parents ne devraient pas savoir parce qu'elle sait ce qui peut en suivre. Mhm. Donc, elle est allée voir ce monsieur-là qui apparemment a déjà l'habitude de Ok. prodiguer des services d'avortement dans Hmm, le quartier. ok. Elle est allée le voir. C'était une grossesse de 5 mois. Oui? Et lui, il a commencé par faire l'aspiration. Parce que peut-être pour lui, systématiquement, le moyen ou bien la méthode pour faire un avortement, c'est l'aspiration. C'est peut-être ce qu'il a l'habitude de faire et De ça faire, marche. tu vois. Donc, vu qu'il n'est pas un prestataire qualifié, il ne sait même pas c'est quoi une grossesse, à quel moment je peux dire, à quel âge est la grossesse, etc. Il a commencé par faire l'aspiration. Et moi, j'ai reçu la jeune fille à ma garde. Septicémie, je vois Oui. un fœtus qui... Waouh. Enfin, c'était vraiment très douloureuse. Comment tu as vécu ça toi-même, le Et choc? oui, et ça fait partie des raisons pour lesquelles, comme je t'ai dit, je Oui. me suis dit, il y a un travail à faire à À l'extérieur, l'extérieur tu vois. Ouais. Et c'est une fille que j'ai reçue, genre, au bout de 15 minutes, on a couru dans tous les sens pour vraiment la sauver. On n'a pas pu. Et imagine-toi que ses parents ne savaient pas qu'elle était enceinte. Sa maman était au marché ce jour-là. Et elle est revenue quand le monsieur sentait que il y a un truc Tu vas qui pas. ne collait pas. Il a renvoyé chez elle. Et c'est à la maison maintenant qu'elle a eu un malaise. Et on Non. l'a ramenée à l'hôpital. Donc, on est allé dire à sa maman qui est au marché, ta fille a un malaise. Elle est allée à l'hôpital. Donc, elle est venue à l'hôpital. La fille était déjà décédée. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Non. Tu vois. Donc, il y a trop de choses, en fait, Waouh. autour de ce sujet-là. Et je ne sais plus, c'était quoi la question? Non, tu as répondu, on a fait un peu le tour. Est-ce que tu penses que quand on n'est pas euh, forcément engagé comme toi, quand on n'a pas forcément vécu, été sage-femme ou on n'a pas forcément vécu tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour essayer de diminuer cette drame-là autour de soi? Quelles sont les actions qu'on peut mener quoi, de façon quotidienne? Moi, je pense que c'est déjà de bien faire son travail, d'avoir de l'empathie, Mm. parce qu'il y a aussi beaucoup de plaintes des femmes par rapport à leur traitement, comment on les traite à l'hôpital. Je sais que les responsabilités sont situées, les responsabilités sont partagées, je veux dire. Mm. Et l'agent de santé seul ne peut pas tout faire. Et il y a déjà cette pression. Généralement, quand ça se complique, la personne qu'on pointe du doigt, c'est l'agent de santé. Mais peut-être que déjà derrière, il y a tout ce qu'on a cité là, Mhm. jusque-là. Tu vois, Mhm. par exemple, le parcours de cette fille-là. Oui. Le problème, c'est pas à l'hôpital. Non, Mais c'est peut-être pas à parce que l'hôpital. c'est à l'ôpital qu'elle s'en est allée. On va se dire, ah,
C'est peut-être là que, C'est tu la vois, sage-femme qui a fait qui a un faux fait... pas. C'est ça. Donc, je pense que déjà au niveau de la communauté, comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait une politique de, de mise à disponibilité de l'information. Et ça, l'agent de santé ne peut pas forcer, enfin, tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Donc, ce que la personne lambda qui n'est pas autant engagée, etc., peut faire, c'est de bien faire son travail. Déjà, de prendre en compte elle-même, en tout cas si elle est sage-femme, de prendre en compte elle-même son bien-être. Parce que si tu n'es pas toi-même en bonne santé, forcément, tu ne peux pas prendre soin de la personne en face de toi comme ça se doit. Et quand on dit en bonne santé, souvent, on se dit, ah, aujourd'hui, je me suis réveillée, je me sens bien, je n'ai pas de courbatures, je n'ai pas de maux de tête, je n'ai pas de fièvre, donc ça va. Mais peut-être que non, tu vois. Mentalement, est-ce que tu te sens bien? Tu vois. Des fois, les gens disent, ah, la dame là, telle qu'elle a renvoyé la maison aujourd'hui, c'est sûr qu'elle a eu des disputes avec son mari à la maison. Donc, il faudrait que les agents de santé aussi prennent en compte leur bien-être. Comment je me sens aujourd'hui? Genre, juste se poser la question, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Moi, j'appelle ça avoir conscience de soi. Oui. C'est très important. Oui. Parce que sans ça, tu vas juste faire des choses de façon machinale. C'est ça. Et ça devient, enfin, le travail, et ça fait partie des raisons pour lesquelles, là, moi, je me suis dit, bon, le travail devient, ce n'est plus un travail humain, tu vois. Ça devient, parce qu'on a l'habitude de Ça faire. devient mécanique, Ça devient quoi. mécanique. C'est-à-dire, tu es en face d'une situation, C'est c'est ça. comme ça qu'il faut faire. Tu Donc, prends ci, tu prends ça, tu c'est fais, et ça, c'est terminé. c'est ça. Donc, on ne considère plus la personne qu'on a en face, la personne qu'on est en train de soigner, qui est aussi un humain à part entière, qui, à ce moment précis, est dans une situation de vulnérabilité. Et c'est nous qui avons peut-être le pouvoir, mais il ne faudrait pas qu'on abuse de ça. Tu vois, c'est un partenariat. C'est ça. C'est un partenariat entre le professionnel de santé et sa patiente. Donc, c'est de bien faire son boulot, de bien prendre soin. Quand tu sais que tu ne te sens pas bien et que peut-être potentiellement, ça peut t'amener à ne pas bien prendre soin de ta patiente ou à ne pas bien exercer ton métier, peut-être que tu peux, voilà, je ne sais pas, arrêt maladie. C'est là que la question de la ressource humaine revient encore. Bien sûr. Tu vois. Parce qu'il y a des formations sanitaires, par exemple, où il y a une seule sage-femme qui va faire les gardes parce qu'elle est logée là. Donc, elle fait les gardes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, à un moment, si elle part, qui va gérer la maternité? Mais aussi, enfin, même si elle n'est pas là, on va forcément trouver un moyen de faire, enfin, d'assurer la continuité des services. Donc, moi, je pense que au niveau du système sanitaire aussi, en tout cas des autorités, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut vraiment travailler, qu'il faut revoir. Parce qu'on peut avoir des ressources humaines de qualité, mais quand ce n'est pas en quantité, ça peut également constituer un problème. Okay. Et après, c'est la patiente qui en paie le prix et sa famille qui en paye le prix le plus... le lot tribut, comme on le dit. Le tribut, tu vois. Donc, oui, l'agent de santé, mais ce n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est ça. On ne doit pas tout lui reposer dessus. Non, il ne peut pas tout faire. Donc, ce n'est qu'un maillon de la chaîne qui, quelque part, subit aussi le système. Donc, je pense que si chacun à son niveau arrive à faire le travail qu'il faut, on va, parce que de la même façon qu'on ne peut pas dire, c'est au gouvernement de tout faire, de la même façon, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est ça. Et pour qu'on puisse ensemble améliorer la situation sanitaire, la situation des femmes surtout, parce que, voilà, les inégalités et tout ça, c'est encore un poids supplémentaire. Ouais. Ça ne permet pas le développement du pays, rien de ça. Est-ce que de tes expériences, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur, je ne sais pas, est-ce que tu as constaté qu'il y a une différence dans les mentalités? C'est-à-dire, quand je prends par exemple la jeunesse béninoise, ou peut-être même au Bénin, quand je prends la jeunesse cotonoise, que je prends la jeunesse
nikiwaz, si je peux le dire. Déjà là, une différence de mentalité, une différence de pensée et tout ça. Oui. Oui. C'est flagrant. Oui, oui. Tu penses que ça impacte beaucoup la chose? Je pense que ça impacte beaucoup. Déjà au Bénin, euh, je vais essayer de prendre des pincettes pour ne pas. Je pense qu'on est un peu. On a reçu une éducation un peu trop dure. Ce qui fait que on devient des adultes un peu coincés. Oui. Un peu fermés d'esprit. Oui. Donc, c'est comme ça doit être. Il faut que ce soit comme ça. Mm-hmm. On n'a pas assez d'ouverture d'esprit pour Oui. se dire, ah, peut-être qu'il y a une autre façon Une de autre façon de voir les choses. choses. Tu vois. Et parler de sexualité, c'est un sujet qui est tabou. On va te dire, ouais, tu vois. Alors que non. En fait, ça fait partie de la vie. Je pense que il y a une expression que moi j'ai beaucoup entendue, c'est arroussi. Arroussi. Pendant longtemps, je ne comprenais pas le truc. Je dis quel hall la personne a ouvert. Ah, ok. J'avais du mal à comprendre ça puisque je ne suis pas fond de base. C'est avec le temps que j'ai compris en fait ce que ça veut dire. Arroussi, c'est-à-dire, tu sais, si, c'est l'eau. Oui. Littéralement comme on le connaît, mais c'est plus liquide. Dans ce sens, ça c'est plus liquide. Okay. Et là, on fait référence au liquide biologique qu'on sécrète quand on est dans le cadre de la sexualité. Ah oui. Tu vois? J'avais jamais fait le parallèle. Tu vois? Donc, quand on dit arroussi, c'est-à-dire tu es un peu trop orienté sexe. Tu vois? Tu fais trop bouillir tes os sexuels. Okay. C'est ça. Tu vois, donc on a ces stigmates, ces stéréotypes, ces croyances qui font que les gens sont obligés d'aller se cacher pour vivre. Oui. Et aller se cacher pour vivre, c'est que tu n'as pas forcément les armes qu'il faut pour bien... Ah, on a dit que quand on est caché, on vit mieux. On vit mieux. Mais ce n'est pas une raison pour... C'est pas une raison parce que... on est dans une société où on a 391 femmes qui décèdent sur 100 000 naissances vivantes. Alors que l'objectif de développement durable, c'est qu'on arrive à 70 minimum, qu'on aille en deçà de 70 sur 100 000 naissances vivantes. Donc, tu vois déjà les cas, tu vois jusqu'où on est encore. Tu vois jusqu'où on est. Et c'est pour dire que, quand on parle de grossesse précoce, par exemple, chez les adolescents, ça fait partie des facteurs qui peuvent favoriser, par exemple, les complications pendant l'accouchement, le décès maternel et tout ça. Et c'est des piliers sur lesquels il faut absolument qu'on travaille. Et on ne peut pas travailler sur ça sans parler de sexualité parce qu'il n'y a pas de grossesse sans sexualité. Tu vois, il n'y a pas d'infection sans sexualité. Enfin, une infection sexuelle, quoi. Infection sexuelle, je veux dire. Tu vois, il n'y a pas d'infection sexuelle sans sexualité. Et c'est indéniable. À partir d'un certain âge, il y a tout le changement qui se passe, hormonal, physique, etc. Il y a l'attirance envers l'autre. Le sexe opposé. Il y a l'envie d'aller découvrir. Donc, il faut quand même accompagner, il faut poser un cadre. Et c'est ce qui n'existe pas. Tu vois, s'il n'y a pas de cadre, c'est qu'on peut aller dans tous les sens. C'est ça. Et les conséquences sont parfois très lourdes à porter. Et souvent, généralement, ce sont les femmes qui en paient le plus grand, enfin le lourd tribut, ça revient encore. Oui. Parce que quand grossesse il y a, peut-être qu'elle ne va plus continuer les études. On va précipiter son mariage, donc on va aller l'ajouter dans un foyer qu'elle n'a peut-être pas choisi. Elle n'aura peut-être pas suffisamment de finances pour prendre soin d'elle et de l'enfant. C'est ça, elle n'aura pas de finances, elle n'aura pas de pouvoir économique. Peut-être qu'elle n'est pas encore assez mature pour prendre des décisions et qu'elle n'a pas aussi les informations qu'il faut. Mais voilà, là, elle doit vivre une vie d'adulte qu'elle n'aurait peut-être pas choisi si elle avait les outils qu'il faut. Tu sais, quand tu dis ça, ça me fait penser à... Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, mais moi, quand j'étais au collège, on avait souvent des vues sur les premières de classe ou des personnes qui, quand même, tu vois, quand tu les vois, je te dis, bon, lui, là, il est d'une bonne famille. Il y a toujours, en fait, ce truc-là où, volontairement ou non, dans la tête, qu'on l'exprime ou pas aussi, on définit telle personne comme bonne personne,
pas capables de faire certaines choses. On met les gens dans des cases. On met les gens dans des cases, c'est Oui. le bon terme. Et du jour au lendemain, tu découvres que peut-être la première de la classe a accouché. Oui. Elle a chopé une grossesse. Oui. Ou peut-être qu'elle est décédée. Peut-être qu'elle est décédée comme ça parce qu'elle a peut-être fait un avortement, des trucs comme ça. Oui. En fait, on se dit, mais elle là, c'est là en fait tu vas te dire, donc elle faisait. Non seulement elle faisait, mais elle n'avait pas la bonne information, peut-être pas les bonnes manières de faire. Les précautions qu'il faut. Tu vois? Et là, ça me fait dire en fait que ce n'est pas forcément le niveau d'éducation qui te prédestine à la bonne information ou la bonne façon d'utiliser l'information. Absolument pas. Et c'est pourquoi on insiste sur sur le mot tabou. Tu vois? À l'école, c'est vrai qu'aujourd'hui, au Bénin, on a expérimenté l'éducation sexuelle à la santé dans les collèges et je pense qu'il y avait une phase pilote. Mais ce n'est pas un sujet, c'est vrai qu'on va te dire, il y a les SVT, sciences de la vie et de la terre, oui. Mais on ne parle pas de façon explicite de clairement. Comment la personne doit se comporter, quels sont les bons comportements à avoir. On va même pas aller dans ça parce que moi j'ai connu des petits frères et moi-même parfois au cours des SVT quand on aborde le terme de la sexualité, généralement c'est le professeur même qui commence à poser les stigmas. Le mot là revient, oui. C'est-à-dire que c'est peut-être le moment pour lui aussi de commencer par... Oui. Tu vois? Tu sais, il y a aussi ce problème-là dans le système éducatif où ce sont les professeurs qui sont les agresseurs des filles. Ouais. Et franchement, je pense que c'est peut-être le lieu de saluer tout le travail du gouvernement dans ce sens-là et de l'INF dans ce sens. Oui, clairement. Mais ça persiste. Oui. Ça persiste. Tu vas voir des adolescents de 15 ans, de 14 ans qui sont harcelés par leurs professeurs. Littéralement. Harcelés par leurs professeurs qui demandent des faveurs sexuelles. C'est quelque chose qui continue. C'est dommage parce que normalement, ce sont des personnes à qui on a confié l'éducation des enfants. C'est-à-dire que c'est un certain niveau de conscience, de confiance. C'est ça. Un certain niveau de confiance qui est accordé à ces personnes qui ont ces postes. On se dit, vous êtes suffisamment aptes à occuper ce poste pour encadrer les enfants. Mais quand vous sortez de ce cadre et que vous envoyez les enfants à la dérive, c'est que... on va où? C'est ça, c'est compliqué parce que au moins l'école pouvait être le cadre où on est serein, on se dit, bon, là-bas, c'est un lieu d'éducation. Donc, l'enfant, dans son développement, est censé être protégé, est censé être accompagné pour vraiment essayer d'accomplir son plein potentiel. Ouais. Tu vois. C'est exactement ça. Mais ça. dans la réalité, ce n'est pas le cas. Tu vois, malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu sais, moi, j'en viens à me demander, est-ce que toutes les femmes, à un moment donné de leur vie, n'ont pas au moins vécu une agression ou un harcèlement sexuel? Ça peut ne pas avoir abouti à un viol, ça peut ne pas avoir, ça peut ne pas avoir été quelque chose qui soit allé loin, mais au moins qui était confronté à une tentative en fait. Tu sais, je pense que c'est ancré dans la mentalité, dans nos croyances. Tu vois, c'est un peu les stéréotypes qu'on véhicule. Ça va de génération en génération. À un moment, on normalise. À un moment, on normalise et puis on banalise en fait. Et ça donne finalement envie de tenter. Oui, et ça passe en fait par de simples choses. Ça passe par de simples choses. Quand on parle de harcèlement, c'est déjà commencer par... je n'ai pas encore... je n'ai pas un exemple précis dans la tête, mais c'est pour te dire que ça part d'actes banals, de paroles qu'on va trouver banales,
Et avec le temps, quand la personne se rend compte que, bon, je peux aller en profondeur, ça continue et ça prend de l'ampleur, quoi. C'est Tu ça. vois. C'est Et ça. ce que tu dis, c'est vraiment pertinent parce que je pense que ça peut être le cas. On a encore beaucoup de travail à faire. Mm. Beaucoup de travail à faire. Est-ce que le fait d'avoir réussi à donner la vie a changé ta façon de voir la chose? Bon, ça, c'est un aspect de ma vie que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mhm. Oui, oui, totalement, parce que quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour... parce que même quand on parle d'éducation sexuelle, quand on parle de sexualité, parfois les gens savent, ou bien les gens ont la volonté Mm. de le faire. Oui. Quand je parle des gens, je parle des parents. Mhm. Mais par où on commence? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on va dire à notre enfant, Ouais. à notre adolescente? Mm. Peut-être que si c'est une personne qui n'est pas proche de toi, c'est plus facile. Mais à ton enfant, comment tu l'éduques sexuellement alors que toi-même, tu n'as jamais reçu d'éducation sexuelle? Ouais. Comment? Parce que généralement, on se dit si j'en parle trop, peut-être que ça va attiser sa Mhm. curiosité, Mhm. elle va vouloir aller découvrir. Mhm. Alors que c'est le contraire. Tu vois, donc pour moi, c'était une façon de me dire, qu'est-ce que je fais pour la prochaine génération? C'est quoi l'héritage que je laisse pour ma fille? Ok. Où je sais que peut-être dans une période où je ne suis pas là, ou bien où je n'ai pas les armes Mhm. nécessaires pour poser le cadre, pour en parler avec elle, Mm. que j'ai déjà fait ce travail-là. Tu comprends? Ouais. J'ai déjà ce cadre-là collectif qui, euh, dont d'autres jeunes bénéficient déjà. Et elle fait partie aussi de la génération qui vient, Bien sûr. Bien tu sûr. vois. Donc, je pense que cette volonté de bâtir quelque chose Mm. autour de l'éducation sexuelle, ça part de là aussi. Parce que quelque part, je suis parent, j'ai cette responsabilité-là d'éduquer. Et Ça voilà, reste quelque chose d'ancré qui te c'est parle plus, c'est quoi. ça. Donc, je pense que ça part de là aussi. Mhm. Ça part de là, dans le sens où, euh, quand on parle de la communauté, c'est nous qui construisons la communauté. Oui. C'est nous qui construisons la société. Et généralement, on va se dire, bon, ça ne me concerne pas. Mm. C'est pas moi. Alors que si ton enfant sort, tu sais pas, tu peux pas prédire tout ce à quoi elle sera exposée dans la société. Elle va à l'école, elle va sortir avec ses amis. Tu ne sais pas. Il y a Internet. Tu ne peux pas contrôler. Mhm. Tu vois. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire le travail toi-même Je pense que ça veut et dire après de qu'il lui faire faut confiance. commencer par ouvrir aussi plus la parenthèse sur l'éducation, la façon d'éduquer, des, Souvent, on parle du dialogue parent-enfant. le dialogue parent-enfant. Non, je veux parler de l'éducation des parents parce que, comme tu le dis, les parents eux-mêmes n'ont pas forcément eu les bonnes C'est informations. ça. Donc, il y a un certain recyclage à pouvoir faire avec Mm. les parents Oui, pour oui, qu'ils puissent bien s'apprêter pour les générations totalement, futures. totalement. Et par exemple, à Ilewa, c'est quelque chose dont on est en train de travailler sur ça. Super. Qu'est-ce qu'on met en place Mm. pour les parents d'ados? Parce qu'il y a aussi ce travail à faire, Ouais. tu vois. Et je pense que c'est important de voir euh, toutes les personnes qui rentrent dans le cercle d'influence Mm. du jeune, de l'adolescente, qui sont ces personnes-là. Et par exemple, nous, aujourd'hui, on sait que les influenceurs Mm. ont un grand pouvoir sur Ouais. les jeunes, sur les adolescents. Donc, on a une stratégie qui nous permet d'aller chercher les influenceurs qui vont venir parler autour des sujets de la sexualité. Donc, une sorte de vous les coacher aussi. C'est ça, Ok. tu vois. Non, c'est déjà d'ouvrir la discussion. Mhm. De savoir que, ah, telle personne que je suis sur les réseaux sociaux, donc elle-même, elle a des opinions qu'elle peut exprimer librement mais clairement sur la Mhm. sexualité. Ok. Tu vois. Donc, je peux en faire Donc, autant. je peux en faire autant, je peux faire confiance, peut-être je peux aller parler
aux gens de Ilewa, si j'ai des préoccupations, tu vois, ça, et que c'est un sujet dont je peux parler, tu vois, en toute confiance, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas si tabou que ça. C'est ça. Donc, pour nous, c'est une façon d'ouvrir un peu le débat et de mettre les gens en confiance. Et ça, je pense que tout le monde doit mettre un peu la main à la pâte. À la pâte. Oui, C'est tout réel. le monde doit ajouter un peu sa réel. pierre à l'édifice. Et oui, enfin, les parents, je pense que c'est des personnes qui ont un rôle central dans le développement de l'adolescent ou bien de la jeune. Donc, c'est important de pouvoir également faire un travail à ce niveau-là. Est-ce que tu ne penses pas que on est malheureusement en train déjà de tendre vers la fin? Oh là là. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment de aussi concentrer les méthodes d'éducation sexuelle chez les garçons? Oui, c'est pas genre orienté. L'éducation sexuelle, c'est pas genre orienté, c'est-à-dire ce n'est pas juste pour les femmes. Et ça, effectivement... C'est important de le préciser. Oui, c'est très important parce que, tu vois, actuellement, l'éducation sexuelle normale qu'on donne aux femmes, ou bien aux filles et aux garçons, c'est deux éducations contradictoires. Contradictoires, pourquoi? On va dire à la fille, par exemple, il faut que tu restes vierge, il faut que les garçons ne t'approchent pas. Tu vas voir, il y a dans des familles, quand la fille commence pas à avoir ses menstrues, on va dire, à partir d'aujourd'hui, là, si tu t'approches d'un garçon, tu vas tomber enceinte. Il ne faut même pas que le garçon te touche. Tu vas tomber enceinte. Tu vois, donc il y a cette peur-là qu'on inculque à la jeune fille. À la jeune fille sur sa sexualité. Par contre, aux garçons, on va leur dire, il faut que tu sois viril. Tu vas voir des parents qui vont dire, oui, franchement, mon garçon... ça pleure pas. C'est vrai, j'avais pas fait la relation comme ça. C'est ça, mon garçon, non, il est très fort, il a ramené des filles la dernière fois. Non, mon enfant, il est bon. Tu vois, donc c'est généralement deux. Alors que là où ton enfant est bon, là, c'est la fille de quelqu'un qui l'a amené. Tu vois, et là où tu demandes à ta fille de rester vierge, là, un autre garçon qu'on a éduqué à être viril viendra la chercher, en fait, tu vois. Donc, il y a un peu cette contradiction. C'est sérieux. Cette éducation de poids, de mesure qu'il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle aussi de l'éducation, c'est de pouvoir harmoniser le message. Tu vois, il n'y a pas d'éducation genre orientée. Les mêmes messages qu'on adresse aux filles, il faudrait que les garçons également puissent être responsables de ces messages, enfin, puissent être responsables de leur sexualité. Oui. Puissent recevoir également des messages similaires. Tu vois, et vice-versa. Je pense qu'il faudrait plus qu'on fasse un truc genre orienté, comme tu as dit. J'aime beaucoup le terme. Genre orienté. Donc, l'éducation sexuelle doit être la même. Enfin, en tenant compte elle doit être compatible, de la en fait. spécificité. Par exemple, quand on va parler de la santé menstruelle, on va donner toutes les informations, tous les outils à la jeune fille pour qu'elle puisse bien gérer sa santé menstruelle, pour qu'elle puisse savoir à quel moment elle se rend compte que ça c'est normal, ça c'est pas normal. Ça, il faut que j'aille à l'hôpital. À quel moment elle doit prendre cette décision-là. Tu vois, quels sont les symptômes? Par exemple, si elle a des règles douloureuses, c'est pas normal. À partir du moment, il faut qu'elle aille consulter. Donc, il faut que les garçons aussi, même s'ils ne sont pas concernés, puissent également avoir ces informations-là. Potentiellement, pendant les menstrues, il y a des filles qui peuvent avoir des douleurs, qui peuvent avoir des crampes, donc c'est important parce qu'on est dans la même société, on évolue ensemble. Il faudrait que les garçons sachent que si ma camarade fille vient à l'école et que son kaki est taché, c'est pas de sa faute. Donc c'est pas le moment de se moquer aussi. Je n'ai pas le droit de la stigmatiser par rapport à ça. Tu vois. Donc c'est vraiment de positiver les messages qu'on adresse
aux adolescentes par rapport à la sexualité et de ramener la responsabilité également du jeune garçon. Tu vois, souvent, on est vraiment centré sur la Sur jeune la fille fille. parce que c'est elle qui vit les conséquences. Tu vois, même si les responsabilités sont partagées, c'est elle qui vit les conséquences. Donc, c'est important qu'on puisse responsabiliser également les jeunes garçons, qu'on puisse leur faire comprendre que si tu as un rapport sexuel sans préservatif, non seulement tu peux enceinter Mhm. la jeune fille Mhm. avec qui tu as eu le rapport sexuel, mais il y a aussi les infections. Et quand tu enceintes la jeune fille, c'est ta responsabilité aussi qui est engagée là. Parce que c'est aussi ce message-là qu'on n'adresse pas souvent. La grossesse, c'est deux personnes. C'est vrai que c'est dans le corps de la femme que ça se développe. Mais même si vous êtes jeune, il faudrait que toi aussi, tu puisses être responsable de cet acte-là. Je comprends un peu. Par rapport à ça, je pense qu'il y a, je ne sais plus c'est qui en a parlé ou si c'est dans quel pays où il disait que dans l'école, en fait, tellement ils ont constaté qu'il y avait de jeunes filles qui tombaient enceintes sur les bancs et elles se retrouvaient à manquer les cours. Et on dit, si le responsable de la grossesse est à l'école aussi, lui aussi, il reste à la maison. Ça, c'est bien. En fait, à force de faire ça, ça a commencé à diminuer les cas. Oui, parce que à un moment, si euh, je peux enceinter sans subir aucune conséquence, déjà, je ne porte même pas la grossesse. Ouais. Je continue mes études tranquilles, genre, personne ne met la responsabilité sur moi. Quelque part, ça me déresponsabilise Oui. et Et ça normalise aussi la chose dans mon esprit. ça normalise la chose dans mon esprit, tu vois. C'est ça. Ça normalise. Donc, c'est vraiment un processus. Et tu vois comment la sexualité, c'est vraiment un sujet central dans le développement de l'individu. On ne s'en rend pas compte. Oui, général, parce que l'idée qu'on a de la sexualité, c'est juste euh, sexualité égale à grossesse, égale enfant. Alors que c'est Non. un domaine qui est C'est très c'est vaste. pas ça, hein. Sexualité égale rapport sexuel. On se fait plaisir. On a eu un enfant. Oui, Et puis voilà, c'est voilà. fini. Donc, tu vois, et puis il y a aussi cette distinction à faire entre la sexualité et la reproduction. Oui. Souvent, on mélange les deux. La personne peut être sexuellement active et ne pas être prêt à se reproduire, à avoir un enfant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on conscientise Oui. et qu'on accepte que c'est une réalité. Parce que souvent, c'est ça le tabou en fait. Bien sûr, C'est parce ça, que le tabou. je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça, parce qu'ils vont dire, oui, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord Enfin, avec ça. On va essayer de ne pas tirer. Franchement, on va essayer de ne on va pas aller en tirer. profondeur. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as un message, si tu dois dire quelque chose aux futures sages-femmes, quel message tu peux leur donner, à la fois dans le sens de la profession, mais également dans le sens de, vous avez la possibilité de faire plus que la clinique. Oui. Enfin, c'est un très beau métier. Hein. Être sage-femme, Tu m'en rends compte? c'est un très beau métier. Moi, quand je voulais commencer, je n'avais pas forcément la vocation. Je ne sais pas si tu veux que je développe un peu. Non, on en a parlé, si. Ok, donc, On en a parlé. je n'avais pas forcément la vocation, mais c'est dans la pratique que j'ai découvert en fait toute la beauté Oui. de ce métier. Et je pense qu'il ne faut pas rester cloué dans les sentiers battus, dans les cases, dans les normes. Il faut chercher à se développer. Aujourd'hui, en tant que sage-femme, dans d'autres pays, c'est le doctorat. Hein. Wow. Oui, c'est un cycle de master. Pour être sage-femme, il faut avoir un master. Et ensuite, tu peux avoir un doctorat également dans la pratique sage-femme. Ok. Et il y a aussi d'autres
d'autres aspects de la profession. Une sage-femme aujourd'hui peut faire la santé publique, peut faire... En fait, il ne faudrait pas que les gens se ferment. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le besoin est là. On a besoin de sages-femmes dans les maternités. Et pour ça, moi, je vais vraiment exhorter les autorités aussi à faire un effort par rapport aux conditions de travail des sages-femmes. Parce que moins la condition est bonne, moins la personne a envie de rester, de continuer. Tu vois, donc, il faut vraiment que la santé, le travail de la santé soit considéré comme un véritable pilier dans le développement. Parce que comme on ne voit pas dans la structure de développement, il n'y a pas un aspect visible de comment la santé contribue. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on n'y accorde pas tant d'importance que ça. Alors que c'est central. C'est central dans le développement d'une nation. Donc, c'est important que les personnes qui épousent ce métier-là, qu'on puisse les mettre à l'aise aussi. Tu vois, qu'on puisse leur créer une condition de travail qui leur permet d'être épanouies dans ce qu'elles font. Et là, je parle de façon générale pour tous les professionnels de santé, mais particulièrement pour les sages-femmes aussi, parce que c'est beaucoup de charge mentale. Et ça, par exemple, on en a parlé, mais c'est vraiment réel. Les sages-femmes ont une grande charge mentale qu'on ne réalise pas. Et il n'y a rien qui est mis en place pour les aider à le gérer. Moi, je pense que normalement, les sages-femmes doivent avoir des psychologues. Parce que dans un pays où 391 femmes décèdent en donnant la vie, ce sont les sages-femmes qui sont derrière ces accouchements-là, généralement. Donc, quand tu as une personne devant toi que tu accompagnes, le but, c'est pas de perdre la personne, ni de perdre le bébé que la personne a. Enfin, là, je parle dans le cadre de l'accouchement, mais dans le cadre général également, par exemple, on va parler de l'avortement, où aujourd'hui, Dieu merci, il y a la loi qui existe, qui permet aux femmes d'avoir accès aux services dans de bonnes conditions. Mais sinon, il y a beaucoup de femmes qu'on a perdues comme ça, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est important qu'on puisse mettre les prestataires de santé dans de bonnes conditions. Et c'est important également que les sages-femmes puissent prendre conscience de leur bien-être et puissent exercer leur profession avec empathie. Avec empathie et dans la limite, puissent savoir c'est quoi ma limite. À quel moment il faut que je demande de l'aide. Tu vois, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre. On n'est pas toute puissante, tu vois. On travaille dans une chaîne. Donc, nous, en tant que sage-femme, on a notre cadre et on a nos limites. Donc, il faudrait qu'on puisse également savoir à partir de quand je dépasse mes limites. Mes limites, c'est ça. Et il faut que je demande de l'aide, il faut que j'oriente, il faut que je vais faire. Donc, c'est vraiment exhorter un peu, remettre un peu à la lumière la conscience professionnelle et dire à toutes les jeunes filles qui veulent embrasser ce métier que c'est un très beau métier qui leur donne beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités et surtout la chance de se redécouvrir dans sa féminité, je vais dire. Parce que c'est un métier qui est orienté spécifiquement envers les femmes. Donc, tu vois la femme dans tous les aspects de sa vie, dans son développement en tant que femme. Et toi-même, ça te parle. Toi-même, ça te renseigne sur toi. Sur toi. Tu vois, c'est un très beau métier. Merci beaucoup, Nafissatou. C'est moi.